Des à Degemermat, mes chers auditeurs. Je suis le Marvailleur, et aujourd'hui, je vais vous lire le récit de la sirène et de l'épervier. C'est un récit qui s'est passé il y a bien longtemps, ou, comme on dit chez nous, Bez azo az pelamzer, da hulz modé voix d'entarière. C'est-à-dire, il y a de cela bien longtemps, quand les poules avaient des dents. Nous allons suivre les aventures du jeune Fanche, un fils de pêcheur pauvre à qui il va arriver bien des aventures. Il existait à Saint-Michel-en-Grève un pauvre pêcheur nommé Ewen Abgral. Il n'avait pour entretenir sa famille et lui-même que le produit de sa pêche, et Dieu lui avait déjà envoyé une demi-douzaine d'enfants, dont le plus âgé n'avait pas plus de 6 ans, et sa femme, Guyonna le Dose, était sur le point de lui en donner un septième. De plus, le pauvre homme était, depuis quelque temps, on ne peut plus malheureux à la pêche, et il lui arrivait souvent de rentrer sans avoir rien pris, lui qui était le plus grand pêcheur de tout le pays. Il était convaincu que quelque méchante sorcière lui avait jeté un sort. Vous pouvez juger, d'après tout cela, de la misère qui régnait dans leur chaumière, située au bord de la grève, sous Rochallaz. Abgral passait toutes ses journées en mer, et souvent aussi les nuits. Il n'était jamais pressé de rentrer, car quand sa femme le voyait revenir les mains vides, ou à peu près, elle lui faisait le fort mauvais accueil. La misère lui avait aigri le caractère. Le malheureux pêcheur ne répondait presque rien aux plaintes et aux injures de Guyonna, et il se contentait de gémir sur son mauvais sort. Un jour du mois de juin, en relevant ses filets, il y trouva un bien singulier poisson. La partie antérieure de son corps ressemblait au buste d'une femme, et le reste était recouvert d'écailles et se terminait en queue de poisson. Le voilà bien étonné. Jamais il n'avait rien vu de semblable. C'est sans doute une sirène, se dit-il. C'en était une, en effet, et il n'eut plus aucun doute à ce sujet quand il l'entendit prendre la parole dans la langue des hommes et lui dire « Remets-moi dans la mer ». « Pas si sot, lui répondit-il. Il y a bien assez longtemps que je me fais de mauvaise pêche, et que la femme me rend la vie dure à cause de cela. Remets-moi dans l'eau, te dis-je, et tu ne t'en repentiras pas. Que me donnerez-vous en retour de ce service? Je te ferai prendre tous les jours autant de poissons que tu voudras. Si cela est vrai, je veux bien vous remettre dans la mer, mais je voudrais en être bien sûr auparavant. Eh bien, jette tes filets à l'eau. Abgral jette donc ses filets à l'eau, et les en retire remplis des plus beaux poissons. Il en jette 2 fois, 3 fois, et à chaque fois il les retire pleins à rompre. À la bonne heure, s'écria-t-il alors, tout joyeux et content. Voilà le charme rompu. Ce soir, Guyonna ne me grondera pas quand je rentrerai. Merci bien, madame la sirène, je vais vous remettre à l'instant dans la mer. Et il l'y remit en effet. Alors la sirène, se tenant jusqu'à la ceinture au-dessus de l'eau, lui dit encore « Quand tu rentreras chez toi, tu trouveras ta famille augmentée. Ta femme vient d'accoucher d'un beau garçon. Tu m'apporteras l'enfant ici afin que je lui donne un baiser. Ah oui, pour que vous me l'enleviez ou lui jetiez quelque mauvais sort, fait-il en se signant. Apporte-le-moi, te dis-je, et tu n'auras pas lieu de t'en repentir. Le pêcheur promit. Et il se dirigea alors vers sa chaumière, en chantant à haute voix, si bien que sa femme, en l'entendant dans son lit, dit à ses enfants « Voilà votre père qui revient. Il faut que contre son ordinaire, il ait fait bonne pêche pour chanter de la sorte. Allez voir, mes enfants. » Et les enfants coururent au bord de la mer, et en voyant la barque de leur père pleine jusqu'au bord, ils poussèrent des cris joyeux. Puis ils revinrent à la chaumière chargés de poissons, en criant « Voyez, mère, voyez les beaux poissons, la barque en est toute pleine !» Leur père les suivait, chargé comme eux et riant de bonheur, ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps.
Il embrassa sa femme et son fils nouveau-né, et s'écria « Enfin, le charme est rompu, et je prendrai désormais autant de poissons que je voudrais. » Pourquoi donc tout cela, Ewen lui demanda Guyonna, tout étonné. Parce que la sirène me l'a promis, femme. La sirène? Qu'est-ce que tu dis donc? Oui, j'ai pris une sirène dans mes filets, et elle m'a prié de la remettre dans la mer, me promettant, si je le faisais, de me faire prendre tous les jours du poisson à souhait. Je lui ai obéi, et vous voyez, Guyonna, elle a tenu sa parole. Mais elle m'a dit autre chose encore. Quoi donc? Que t'a-t-elle dit encore? Elle m'a annoncé que vous veniez d'accoucher d'un beau garçon, ce qui est, ma foi, bien vrai, et m'a prié de le lui porter sur le rivage, afin qu'elle lui donne un baiser. Seigneur Dieu, vous ne ferez pas cela, Ewen. Certainement, elle va nous enlever notre enfant ou lui jeter quelque mauvais sort. C'est ce que je craignais aussi d'abord, et je le lui ai même dit. Mais elle m'a assuré qu'elle ne lui voulait que du bien comme à nous, et que je ne regretterais pas de lui avoir obéi, parce qu'elle ne ferait un autre don plus grand encore que le premier. Songez donc, femme, nous serons riches alors, nous qui n'avons connu jusqu'ici que la misère et la peine. Il faut commencer par faire baptiser l'enfant, dit alors Guyonna, ébranlé par de si belles promesses. Puis nous verrons. Allez vite chercher un parrain et une marraine, Ewen. Abgral sortit, et revint bientôt après accompagné d'un vieux pêcheur de ses amis et de la fille de celui-ci. On alla sur le champ à l'église de Saint-Michel-en-Grève, et l'enfant fut baptisé et reçut le nom de Fanche. En sortant de l'église, et avant de retourner chez lui, le père, craignant que la sirène ne s'impatientât de tant de retard, s'empressa de se rendre avec son fils nouveau-né au lieu de rendez-vous. La sirène l'y attendait. Elle prit l'enfant dans ses bras et le baisa au front. Puis, présentant au père une pièce d'or, elle lui dit « Prends cette pièce d'or, et en arrivant dans ta chaumière, dépose-la sur la pierre du foyer, et demain, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, des pièces semblables y tomberont par la cheminée sans discontinuer. Mais ton fils m'appartient à partir de ce moment. » Et elle allait disparaître sous les flots avec l'enfant, lorsque Abgral se jeta dans l'eau, le lui enleva et courut le remettre entre les bras de sa mère. « Il me reviendra, tôt ou tard, car il m'appartient !» criait la sirène en fureur, et faisant déferler de grandes vagues sur le rivage. Mais le pêcheur courait toujours, et il arriva à sa chaumière, tout essoufflé et tout bouleversé. « Seigneur Dieu, qu'est-il donc arrivé, Ewen ?» lui demanda Guyonna en le voyant dans cet état. « Je l'ai échappé belle. La sirène, pour prix des dons qu'elle m'a fait, a voulu enlever notre enfant. Mais je me suis jeté dans la mer et je l'ai arraché de ses bras. Le voici, le cher petit, et j'espère bien que la sirène ne le reverra plus jamais, quoi qu'elle en dise. » Guyonna prit l'enfant dans son lit et le cacha dans son sein en le couvrant de baisers. « Il y a une autre chose, femme, » dit Abgral quand il eut repris haleine. « Mais qu'y a-t-il donc, Ewen? Voici une pièce d'or que m'a donnée la sirène. Et si ce qu'elle m'a dit en la donnant est vrai, nous serons sans tarder les plus riches de tout le pays. Que t'a donc dit la sirène, mon homme? Elle m'a dit que si je la déposais sur la pierre de notre foyer, demain, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, des pièces semblables ne cesseraient jamais de tomber par la cheminée dans notre chaumière. « Je ne crois pas beaucoup à tant de bonheur, » répondit Guyonna. « Il nous faut pourtant déposer la pièce d'or sur la pierre du foyer, comme te l'a recommandé la sirène pour voir. Dieu seul sait ce qui peut arriver. » Et Abgral déposa la pièce d'or sur la pierre du foyer avant de se coucher, et durant toute la nuit, il ne rêva que de la sirène et de ses pièces d'or qu'il croyait entendre tomber par la cheminée. Le lendemain matin, en se levant, il se hâta d'aller voir si la promesse de la sirène s'était réalisée. Mais hélas, la pièce d'or qu'il avait déposée la veille sur la pierre du foyer y était toujours seule. Cependant, le soleil n'était pas encore levé, et dès qu'il commença de paraître à l'horizon, il entendit dans sa cheminée un bruit qui le fit tressaillir de joie. C'étaient les pièces qui commençaient de tomber, pling, 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 juste au moment annoncé, et cette pluie d'or ne cessa qu'au coucher du soleil.
À mesure que la pierre du foyer se couvrait d'or, Abgral et ses enfants et sa femme rangeaient les pièces par piles dans leur armoire, puis sur la table, puis ils les jetèrent par poignées et les entassèrent sur l'aire de la chaumière, qui en était presque toute pleine quand le soleil disparut dans la mer. Alors se tut le joyeux carillon que faisaient les pièces d'or en tombant sur la pierre. Le pêcheur et sa femme et ses enfants étaient si fatigués qu'ils se couchèrent sans manger. Le lendemain matin, craignant que leur bonne fortune de la vieille ne fût qu'une illusion, leur premier soin en se levant fut de s'assurer, par la vue et le toucher, que c'était bien une réalité et non pas une vaine illusion. Au bonheur! Les tas d'or étaient toujours là où ils les avaient déposés la veille. Ils en remplirent alors 2 vieux coffres de chêne qui étaient au bas de la chaumière et enfouirent le reste sous terre, dans le sol même de leur habitation. Abgral alla alors à Lannion, avec de l'or plein les poches, et il acheta du pain blanc, de la viande, du vin, et de quoi faire des habits neufs à sa femme, ses enfants et lui-même. Il acheta même un cheval, sur lequel il mit ses emplettes, monta par-dessus le tout, et revint alors à sa chaumière de Saint-Michel-en-Grève, fier comme un riche propriétaire. Et à partir de ce jour, c'était tout le jour des festins et des dépenses qui étonnèrent les voisins. Peu de temps après, ils bâtirent une belle maison neuve et achetèrent des champs et des chevaux et des vaches. Les enfants furent aussi envoyés à l'école, en ville. Tout cela excitait fort l'étonnement et aussi la jalousie des pêcheurs de Saint-Michel-en-Grève et de Locquirec, et on en causait beaucoup. Et comment, se disait-on, Ewen Abgral, qui était si misérable il n'y a pas encore un an, peut-il être devenu tout d'un coup si riche? Il faut qu'il ait trouvé un trésor, disaient les uns. Ou qu'il ait vendu son âme au diable, ou peut-être l'un de ses enfants pour avoir de l'argent à discrétion, disaient d'autres. Cette dernière option prévalait même, généralement, et l'on regardait de travers le pêcheur, devenu riche si soudainement. Cependant, leur dernier enfant, Fanche, grandissait et venait à merveille. À l'âge de 10 ans, on l'envoya aussi à l'école à la ville, et il apprenait tout ce qu'il pouvait. Quand il venait à la maison en congé, son père et sa mère l'embrassaient tendrement, puis il pleurait parfois en le regardant. Et plus il avançait en âge, plus il devenait triste et inquiet. Songez, c'est qu'il pensait à la menace de la sirène. Quand Fanche eut 18 ans, il cessa d'aller à l'école et l'envie lui prit alors de voyager pour voir du monde et du pays. Son père et sa mère ne s'y opposèrent pas, pourvu toutefois qu'il évitât de s'approcher de la mer. Eh bien, répondit-il, j'irai du côté de la Cornouaille, et je visiterai la Bretagne, puis la France, et j'irai jusqu'à Paris. On lui donna de l'argent et de l'or, autant qu'il en voulut, et un domestique pour l'accompagner, et ils partirent tous les deux sur d'excellents chevaux. Surtout n'approche jamais de la mer, mon fils, lui criaient encore son père et sa mère de loin. Je vous le promets, rassurez-vous à ce sujet, répondit Fanche, un peu intrigué d'une recommandation si pressante. Mon père et ma mère, dit-il à son compagnon, ont sans doute peur que je me noie, et il n'y pensa plus. Ils traversèrent toute la Cornouaille, s'arrêtant où bon leur semblait, puisqu'il ne manquait ni d'argent ni de temps, et arrivèrent jusqu'à Vannes. Puis ils quittèrent la Bretagne et entrèrent en France, et ils se dirigèrent sur Paris. Comme ils traversaient un jour une grande lande, ils trouvèrent sur leur passage un cheval mort, une charogne, que se disputaient un loup, un épervier et un bourdon. Ces 3 animaux ne pouvaient pas s'entendre et se repaître en paix, bien qu'il y eût là de quoi les satisfaire tous les 3, et même au-delà. Le loup chassait l'épervier, qui lui donnait des coups de bec, et le bourdon, inquiété par l'épervier, le piquait et le tourmentait aussi comme il pouvait. C'étaient des cris et des hurlements terribles. Les 2 voyageurs s'approchèrent. « Comment, mes pauvres bêtes, ne pouvez-vous pas vous entendre, puisqu'il y a de quoi vous contenter tous les 3, et même au-delà ?»« C'est le loup qui veut tout dévorer, le glouton, » dit l'épervier. « Et ce vilain épervier qui ne veut pas me laisser approcher, dit le bourdon. Ils cherchent tous les 2 à m'aveugler, dit le loup.
Si vous voulez, reprit Fanche, je vais vous mettre d'accord, et partager la proie entre vous de manière à ce que chacun de vous ait ce qui lui convient le mieux. Nous le voulons bien, répondirent les trois animaux. Eh bien, écoutez-moi. La chair et les os iront au loup, les entrailles à l'épervier, et le sang au bourdon. Êtes-vous content de ce partage? Très content, répondirent-ils. Merci, l'homme. Et voilà la paix faite, et chacun de s'occuper de sa part. Cependant, Fanche et son compagnon se remirent en route. Cet homme nous a rendu service en mettant la paix entre nous, et nous lui devons bien quelque chose en retour, dit l'épervier. C'est vrai, répondit le bourdon. Bzzz. Il serait convenable que chacun d'entre nous lui donnât bzzz, quelques marques de sa reconnaissance, n'est-ce pas, loup? Le loup répondit par un grognement et continua de manger gloutonnement. Je vais lui dire de revenir, reprit l'épervier. Et l'épervier partit. Il eut bientôt rejoint Fanche et son compagnon. Homme, homme, lui cria-t-il au-dessus de sa tête. Fanche, étonné de s'entendre appeler, leva les yeux en l'air. Apercevant l'épervier, il lui demanda que me voulez-vous, ami épervier? Retournez un peu sur vos pas, je vous prie. Mais comment? Est-ce que vous vous êtes encore remis à vous quereller? Non, 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 ce n'est pas ça. Nous voudrions, tous les trois, reconnaître le service que vous nous avez rendu, en nous faisant chacun un petit présent. Fanche dit à son domestique de l'attendre, là où il était, et il revint sur ses pas de plus en plus étonné. Quand il fut auprès du cheval mort, « Eh bien, loup, dit l'épervier, quel présent feras-tu à cet homme? Je veux le manger, répondit le loup. Glouton, tu ne parles jamais que de manger. Tu sais quel service nous a rendu cet homme, sans lui nous n'aurions jamais pu nous entendre. Fais-lui donc quelques petits présents. Je veux le manger, répéta le loup. Voyons, loup, bzzz, soyez donc plus raisonnable que cela, bzzz, lui dit à son tour le bourdon. Très bien, dit alors le loup d'assez mauvaise grâce et sans cesser de manger. Je lui accorde la faculté de se changer en loup, quand il le voudra. Aouh! À la bonne heure, dirent les deux autres. Moi, dit alors l'épervier, je lui accorde aussi la faculté de pouvoir se changer en épervier quand il le voudra. Et moi, bzzz, dit le bourdon, je lui dis que, bzzz, quand il aura besoin de mon aide, il n'aura qu'à m'appeler et je ne me ferai pas attendre, bzzz. Il reconnaîtra plus tard que, quoique petit, je peux lui être utile. Merci bien, mes bonnes bêtes, leur dit Fanche, et il rejoignit son domestique et ne lui dit rien de ce qui venait de se passer. Ils continuèrent leur route. Tôt après, comme ils passaient auprès d'un bois, Fanche, pressé de vérifier si les trois animaux ne s'étaient pas moqués de lui, entra dans le bois et donna son cheval à tenir à son domestique en lui disant de l'attendre un peu. Quand il fut à couvert derrière un buisson, il dit, pensa seulement, « Je voudrais être changé en loup. » Et le voici aussitôt devenu loup. Il sort alors du bois, bondit sur le chemin et s'avance vers le domestique en lui montrant les dents. Celui-ci, il panique. Il se met à appeler son maître et il crie « Maître, maître, accourez, venez vite, il y a là un grand loup qui va me dévorer !» Et comme le maître ne venait pas, le domestique partit au grand galop de son cheval, abandonnant celui de son maître. Le loup le poursuivit quelque temps, puis il le laissa aller, et il n'eut qu'à penser « Je voudrais redevenir homme », et aussitôt il fut rendu à sa forme première. Il attendit quelque temps son domestique, pensant qu'il reviendrait. Mais, comme il ne revenait pas, il s'ennuya d'attendre et se dit « Au diable, un peureux pareil !» Et il remonta sur son cheval et partit. Il arriva alors sur le bord d'un grand étang. Il était couvert d'oies. Il ne vit ni chaussée ni bateau pour passer. Le voilà bien embarrassé, car il ne savait pas nager, quoique né au bord de la mer. Son père et sa mère lui avaient toujours défendu d'en approcher. Comment faire? Il se décida à faire entrer le cheval dans l'eau. Le cheval nageait très bien, mais les oies accoururent autour de lui en criant si nombreuses et si serrées qu'il avait bien de la peine à se frayer un chemin parmi elles. Fanche leur émietta un pain qu'il avait dans sa poche, et il les caressait, leur passait la main sur le dos, et les appelant « belles bêtes », belles oies du bon Dieu, ce qui paraissait les flatter beaucoup. Alors une des oies,
La plus grande et la plus belle lui dit dans un langage qu'il comprit facilement. Si jamais tu as besoin de moi, tu n'as qu'à m'appeler, en quelque lieu que je sois, et j'arriverai aussitôt. Car je suis la reine des oies. Merci bien, madame la reine des oies, lui dit Fanche poliment, et il poursuivit sa route. Un peu plus loin, comme il traversait une grande lande, il se trouva soudain entouré d'un nombre infini de fourmis, grandes comme des petits moutons, et qui menaçaient de le dévorer, lui et son cheval. Il leur distribua ce qui lui restait encore de provisions, et prit toutes les précautions possibles pour que son cheval n'en blessât aucune. Quand il n'eut plus rien à leur donner, il leur dit « Je n'ai plus rien, mes pauvres bêtes, je vous ai donné tout ce que j'avais, et moi-même je serais obligé de me passer de dîner. » Alors une fourmi, qui était plus grande que les autres, prit la parole en ces termes. « Merci à toi, l'homme. Nous étions toutes affamées, et tu nous as rendu un grand service. Aussi, si jamais tu as besoin de nous en quelque lieu que tu te trouves, tu n'auras qu'à appeler la reine des fourmis, et elle ne se fera pas attendre. Car je suis la reine des fourmis. » Merci bien de votre bonté, madame la reine des fourmis, répondit Fanche poliment. Il continua sa route, et tout en marchant, il se faisait cette réflexion. Les bêtes du bon Dieu paraissent toutes me vouloir du bien, c'est de bon augure. Le soir arrivait. Il se trouva auprès d'un vieux château, entouré de bois et de hautes murailles. Il frappa à la porte. Elle s'ouvrit, et il entra dans une vaste cour où il ne vit personne. Apercevant une porte ouverte, dans un grand corps de logis, il attacha son cheval à un poteau de pierre qui se trouvait par là, et entra par cette porte dans une vaste cuisine, où il vit un mouton entier qui cuisait à la broche. Mais, par ailleurs, ni homme, ni femme, ni bête, rien qui vécût. Il s'assit sur le banc auprès du feu, persuadé que tôt ou tard quelqu'un se montrerait. Il avait grand appétit, ayant distribué toutes ses provisions aux oies et aux fourmis. Aussi, fatigué d'attendre, il se leva en disant « Arrive que pourra, il faut que je mange. » Et il débrocha le mouton, le mit sur la table et l'entama sans compliment. Il trouva aussi du vin, et il le soupa, on ne peut mieux. Comme il était toujours seul, il fut bientôt pris de sommeil. Alors une main invisible prit la lumière sur la table, et s'avança vers l'escalier. Fanche n'était pas peureux. Il se leva et suivit la lumière. Celle-ci le conduisit dans une belle chambre où il y avait un excellent lit de plumes. Fanche se déshabilla, se coucha, et dormit tout d'un somme jusqu'au lendemain matin. Dès que le soleil fut levé, il fut réveillé par une voix criarde qui disait « Eh, mon fils, ce n'est pas tout de venir manger, boire et dormir ainsi tranquillement dans mon château. Et le travail, il faut travailler aussi. » Il ouvrit les yeux et vit une petite vieille courbée sur un bâton et dont les dents longues et pointues ressemblaient à celles d'un râteau. « Mais de quel travail parlez-vous donc, grand-mère » lui demanda Fanche sans s'émouvoir. « Lève-toi vite et je te ferai voir. » Fanche se leva tranquillement, et quand il eut déjeuné, la vieille le conduisit auprès d'un puits très profond qui était dans la cour du château. Elle y jeta une boule d'argent, et lui dit « Il faut que tu me rapportes cette boule avant le coucher du soleil aujourd'hui, ou sinon il n'y a que la mort rouge pour toi. Tiens, voici une coquille de brénique pour dessécher le puits. » Et elle lui donna une coquille de patelle, et s'en alla alors. Voilà notre garçon bien embarrassé, je vous prie de le croire. Il se grattait la tête et se disait « Je suis un homme perdu. » Et il regardait le puits et sa coquille d'un air désespéré. Puis, tout d'un coup, « Tiens, peut-être que la reine des oies pourrait me tirer d'embarras. Elle m'avait dit de l'appeler à mon secours en cas de besoin. J'ai assez besoin, je crois. Voyons un peu. Reine des oies, accours, car j'ai besoin de ton secours. » Et au même instant, il entendit un bruit d'ailes au-dessus de sa tête, et la reine des oies descendit auprès de lui et lui demanda « Vous avez besoin de mon secours, Fanche ?»« Oui, sûrement, bonne reine, car vous me voyez bien embarrassé. Dites-moi donc en quoi je puis vous être utile. »
une vieille femme qui demeure dans ce château, et qui m'a tout l'air d'une sorcière, m'a conduit auprès de ce puits et y a jeté une boule d'argent en me disant il faut que tu me la rapportes avant le coucher du soleil aujourd'hui, où il n'y a que la mort rouge pour toi. Et voici ce qu'elle m'a donné pour dessécher le puits. Et il montrait sa coquille de brique. N'est-ce que cela lui dit la reine des oies. Rassure-toi alors, car ce sera vite fait comme tu vas voir. Et la reine des oies descendit dans le puits, plongea sous l'eau, et reparut un moment après avec la boule d'argent dans le bec. Tiens, dit-elle à Fanch, voilà la boule. Tu peux la porter à la vieille quand tu voudras, mais ne lui dis pas que c'est moi qui l'ai retirée du puits. Merci bien, ô bonne reine, vous m'avez sauvé la vie. Puis la reine des oies s'éleva dans l'air et disparut. Fanch, de son côté, alla trouver la vieille femme, tout joyeux et tout fier, et lui dit en lui présentant la boule, « Tenez, grand-mère, voici votre boule d'argent. » La vieille fut bien étonnée. « Quoi, déjà, mon fils? Comment y es-tu donc pris ?»« Pendant que vous n'aurez pas de travaux plus difficiles à me donner, vous ne me verrez pas embarrassé. »« Eh bien, mon fils, va te promener dans les jardins du château, et quand le dîner sera prêt, je t'appellerai. » Fanch alla se promener, tranquillement, dans les jardins du château qui étaient magnifiques. Et à midi, la vieille l'appela pour dîner. Quand il eut dîné, il alla encore se promener jusqu'au soir. Quand il rentra, la vieille n'était plus là. Mais il trouva la table servie, et il mangea et but, tout à son aise, puis une main invisible prit le chandelier sur la table, et le conduisit à sa chambre à coucher comme la veille. Et le lendemain matin, il fut réveillé encore par ces mêmes paroles. « Allons, mon fils, debout, debout, ce n'est pas le tout de manger, de boire et de dormir à son aise dans mon château. Il faut aussi travailler. Allons, debout, debout, vite !» Fanch ouvrit les yeux, et vit encore auprès de son lit une vieille femme. Mais il lui sembla que ce n'était pas la même que la veille. Celle-ci lui paraissait plus vieille et plus laide encore. « Quel travail, grand-mère » lui demanda-t-il en se frottant les yeux. « Lève-toi vite et je te ferai voir. » Fanch se leva, descendit dans la cuisine et déjeuna. Puis la vieille le conduisit dans le grenier du château devant un grand tas de grains et lui dit « Voilà un tas de 3 sortes de grains mélangés, froment, orge et avoine. Il te faudra mettre chaque sorte de grain dans un tas à part, de manière à ce qu'il ne se trouve dans aucun des 3 un seul grain d'une espèce différente. Voilà ton travail d'aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas terminé au coucher du soleil, il n'y aura que la mort rouge pour toi. » Puis la vieille s'en alla, et Fanch resta seul devant le tas de grains. « Ces vieilles sont certainement folles, se disait-il. Quel homme au monde est capable d'exécuter des travaux d'une telle nature? Heureusement que j'ai encore pour moi la reine des fourmis. Si elle ne vient pas à mon secours, c'en est fait de moi. Je vais l'appeler pour voir. À mon secours, ô reine des fourmis! Vite, venez, je suis de vos amis. » Et la reine des fourmis arriva aussitôt et demanda « Vous avez besoin de moi, Fanch ?»« Oui, sûrement, ma bonne reine. Une vieille femme qui demeure dans ce château m'a conduit dans ce grenier et m'a dit « Voilà un grand tas de 3 sortes de grains mélangés, froment, orge et avoine. Il faut que pour le coucher du soleil aujourd'hui, tu m'aies mis chaque sorte de grain dans un tas à part. Autrement, il n'y a que la mort rouge pour toi. » Comment voulez-vous, bonne reine, que moi, ni aucun autre homme au monde puisse exécuter un pareil travail? Aussi suis-je un homme perdu, si vous ne me tirez d'embarras. « Rassure-toi, lui répondit la reine des fourmis, car s'il ne te faut que cela, ce sera vite fait. » Alors la reine des fourmis monta sur le toit, fit un signe mystérieux, et un instant après, le grenier fut envahi par des millions de fourmis. Leur reine leur expliqua ce qu'il y avait à faire, et aussitôt elles se mirent à l'ouvrage avec une ardeur merveilleuse. Elles firent 3 tas de grains distincts, et dans aucun des 3 tas il ne fut possible de trouver 2 grains d'espèces différentes. Quand le travail fut terminé, la reine des fourmis se retira avec ses sujets, après avoir été, bien entendu, vivement remerciée par Fanch. Celui-ci descendit alors du grenier, et alla trouver la vieille femme et lui dit «
Le travail est terminé, Mame Gauze. Quoi, déjà, mon fils? Je crains bien que ce ne soit mal fait, il faut que j'aille voir. Et elle monta au grenier, examina minutieusement les 3 tas, et ne put trouver dans aucun d'eux 2 grains d'une espèce différente. Elle en fut fort étonnée. C'est parfait, mon fils, dit-elle à Fanch. Tu peux à présent aller te promener dans les jardins du château jusqu'à ce que je t'appelle pour dîner. Fanch alla donc se promener dans le jardin, et bientôt la vieille l'appela pour dîner, après quoi il alla encore se promener. Le soir, quand il rentra, la seconde vieille avait disparu comme la première. Mais la table était servie, et c'était l'important pour lui. Il soupa à son aise, puis il monta à sa chambre à coucher, toujours précédé par une lumière portée par une main invisible. Le lendemain matin, il fut réveillé par une troisième vieille, encore plus petite et encore plus laide que les 2 autres. Elle lui cria aussi « Allons, mon fils, debout, vite ! Ce n'est pas le tout de manger, de boire et de dormir à son aise dans mon château, il faut aussi travailler. Debout donc, et au travail. » Quel travail donc, grand-mère lui demanda Fanch tranquillement. Lève-toi et je te ferai voir. Fanch se leva, descendit dans la cuisine, et quand il eut déjeuné, la vieille lui dit Voici l'épreuve d'aujourd'hui. Nous sommes 3 sœurs dans ce château et tu nous as vues toutes les 3. Je vais entrer avec mes sœurs dans une chambre où ne pénètre aucun rayon de lumière, et dans l'obscurité la plus complète, il faut que tu dises laquelle de nous 3 est la plus jeune et la plus jolie. Si tu te trompes, il n'y a que la mort rouge pour toi. Mais si tu réussis, tes épreuves seront terminées, le charme sera rompu, et tu pourras épouser celle que tu préféreras de nous 3, car nous sommes de belles princesses. Fille du roi de Bohême, et retenue enchantée dans ce château par un vil magicien. Ayant dit ces paroles, la vieille introduisit Fanch dans une chambre, où l'obscurité était complète, et y entra elle-même. Les 2 autres vieilles y étaient déjà. Voilà encore notre homme bien embarrassé. Comment dire laquelle de ces 3 sorcières était la plus jeune et la plus jolie? Même en plein jour, elles étaient toutes horriblement laides, et paraissaient avoir à elles 3 un millier d'années, au bas mot. Fanch pensa alors, qui pourrais-je bien appeler à mon secours cette fois? Il n'y a que l'épervier et le bourdon que je n'ai pas encore appelés. L'épervier ne peut entrer ici, et il ne faudrait pas y songer. Peut-être bien que le bourdon trouverait le moyen d'arriver jusqu'à moi. Je vais l'appeler, puisqu'il ne me reste pas d'autre chance. À peine eut-il formé le désir d'être secouru par le bourdon, qu'il entendit ce bruit qui lui annonça sa présence. Vran, vran. Puis une voix lui murmura à l'oreille. Bzz, ne t'inquiète pas, me voici. Cherche les princesses à tâtons dans l'obscurité. Bzz. Et quand tu m'entendras voltiger autour de la tête d'une d'elles, bzz, ce sera celle-là la plus jeune et la plus jolie, et tu pourras le dire, sans crainte de te tromper, car je connais parfaitement les 3 princesses, et tous les jours je leur fais visite dans leur chambre. Bzz, bzz. Fanch se sentit rassuré, et il s'avança les bras tendus en avant pour chercher les princesses dans l'obscurité. Il en prit une, mais n'entendant pas le bruit convenu, il la quitta pour en chercher une autre. Il en prit une seconde. Ce n'était pas encore celle-là. Mais dès qu'il mit la main sur la 3e, il entendit autour de sa tête « Vran, vran !» Et sans hésiter, il s'écria « C'est celle-ci, la plus jeune et la plus jolie des 3 princesses. » Et c'était vrai. Aussitôt la chambre se trouva éclairée, et il vit à son grand étonnement 3 belles princesses, au lieu des 3 horribles vieilles de tout à l'heure. Et toutes les 3, elles s'empressaient autour de lui pour le remercier. « Nous sommes, disait-elle, filles du roi de Bohême. Nous étions retenues enchantées dans ce château par un méchant magicien. Mais vous avez rompu le charme, et nous sommes libres à présent de retourner à la cour de notre père. Venez donc avec nous, et quand nous serons en Bohême, vous épouserez celle que vous préférez de nous 3. Fanch était bien embarrassé, et il ne savait que répondre. Mais comme il voulait voyager encore et courir les aventures, prouvant que cela ne commençait pas trop mal, il dit « Mille merci, belles et aimables princesses, mais je suis encore bien jeune pour me marier. Plus tard, en poursuivant mes voyages, je passerai par la Bohême, et alors nous verrons. » Les 3 princesses prirent alors la route de la Bohême, peu satisfaites d'avoir rencontré un libérateur si peu galant, et Fanch poursuivit de son côté son voyage. Nous allons le suivre, et laisser les 3 princesses retourner à la cour de leur père.
Finalement, il arriva à Paris. Il descendit au meilleur hôtel de la ville qui se trouvait vis-à-vis du palais du roi. Tous les jours, de la fenêtre de sa chambre, il voyait une jeune princesse, d'une grande beauté, à une des fenêtres du palais. C'était la fille unique du roi. Les deux jeunes gens passaient des heures entières à se regarder l'un l'autre. Quelle belle princesse, se disait Fanch. Si je pouvais lui parler seulement. L'épervier, il m'en souvient, m'a dit qu'il m'accordait la faculté de me changer en épervier. À mon souhait, je pourrais de cette façon me transporter auprès de la princesse, puis redevenir un homme. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu recours à lui. Voyons donc s'il tiendra parole, comme les autres animaux. Jusque-là, je n'ai eu qu'à m'en louer, après tout. Je voudrais être épervier. À peine eut-il prononcé ces derniers mots qu'il fut changé en épervier, et il alla voltiger autour de la fenêtre où se trouvait la belle princesse. « Oh, le bel oiseau !» s'écria celle-ci, et appelant sa fille de chambre, « Venez, venez, essayons de le prendre !» L'épervier ne se laissa pas prendre ce jour-là, et il s'envola, après avoir quelque temps voltigé autour de la princesse, effleurant ses joues du bout de ses ailes. Mais le lendemain, comme la princesse était à la fenêtre, il vint encore et se laissa prendre cette fois. La princesse, toute joyeuse, courut le montrer à son père. « Voyez, mon père, le bel oiseau que j'ai pris. »« Oui, vraiment, ma fille, répondit le vieux roi. C'est un épervier, si je ne me trompe. On mit l'oiseau dans une belle cage, et la princesse voulut l'avoir dans sa chambre pour la divertir. Le soir, quand la femme de chambre eut déshabillé et couché sa maîtresse, celle-ci, qui lisait un peu dans son lit avant de dormir, furent fort étonnées d'entendre une voix qui disait « Brrr, j'ai grand froid aux pieds !» Elle regarda de tous côtés et ne vit personne. « Qui donc a parlé dans ma chambre ?» dit-elle. « Ce n'est pas l'oiseau tout de même. »« Si, c'est bien moi, » répondit l'épervier. « Comment, pauvre petite bête, vous parlez aussi ? Mais vous n'êtes donc pas ce que vous paraissez être ? Non, je n'ai pris cette forme que pour arriver jusqu'à vous. » Et ayant alors souhaité de redevenir homme, il se présenta sous sa forme naturelle à la princesse. Celle-ci reconnut facilement le jeune homme qu'elle avait remarqué à la fenêtre de l'hôtel voisin. Elle voulut appeler sa femme de chambre, mais Fanch s'y opposa, lui représentant le scandale que la présence d'un jeune homme dans sa chambre causerait dans le palais. Elle se laissa facilement persuader, et ce ne fut que le lendemain matin, à l'heure où la femme de chambre de la princesse venait ordinairement pour l'habiller, qu'il reprit la forme d'un épervier et rentra dans sa cage. Pendant tout le jour, il était épervier, et la nuit, il redevenait homme. Il y avait plusieurs mois que les choses se passaient de la sorte, lorsque l'on s'aperçut que la princesse prenait de l'embonpoint, avec une rapidité étonnante. Le vieux monarque n'y trouva rien à redire. Au contraire, il était enchanté de voir sa fille si bien portante. Mais les courtisans et les domestiques commençaient à jaser et à interpréter cet embonpoint subi d'une toute autre façon. Finalement, la princesse se dit malade, et elle ne quittait plus sa chambre. On fit venir l'un après l'autre tous les médecins de la ville, mais aucun d'eux ne connaissait rien à sa maladie, ou plutôt n'osait dire ce qu'il en savait. Un jour, un vieux cuisinier du palais s'arrangea de manière à aller lui-même servir à dîner à la princesse dans sa chambre. Il l'observa bien, et il vit clairement ce que c'était que sa maladie. Le soir, à table, il dit devant tous les valets et les domestiques qu'il avait vu la princesse de près et qu'il connaissait la nature de sa maladie. Ce propos fut évidemment rapporté au roi, qui, séance tenante, fit appeler le vieux cuisinier et lui dit « Comment, cuisinier, vous avez dit que vous connaissez la nature de la maladie de ma princesse, alors que tous les médecins de la ville ont déclaré n'y rien connaître ?»« Oui, sûrement, sire, je l'ai dit et je ne m'en dédis pas. »« Eh bien, parlez vite alors, vous serez bien récompensé si vous la guérisez. » Le cuisinier, avant de paraître devant le roi, avait roulé plusieurs serviettes sous son tablier et il répondit « Eh bien, sire, votre fille, la princesse, ne peut être guérie que lorsqu'elle aura fait comme ceci. » Et en même temps, il laissa tomber les serviettes à ses pieds. Le roi finit par comprendre l'allusion. Il pâlit de colère. « Comment, coquin, qu'oses-tu dire là ?»« Rien que la vérité, sire, et vous le verrez bientôt. » Il courut, furieux,
à la chambre de sa fille et reconnut facilement que le vieux cuisinier ne l'avait pas trompé. Il s'emporta en injures contre la princesse. L'épervier était dans sa cage, et il écoutait et regardait les yeux clairs. « Qui est le père de ton enfant, malheureuse ?» demanda le roi. « L'épervier, » répondit la princesse en fondant en larmes. « Comment l'épervier? Tu oses encore te moquer de moi ?» Et le roi leva la main sur sa fille. « Oh là, doucement, s'il vous plaît, dit une voix derrière lui. Il se détourna vivement et fut bien étonné de se trouver face à face avec un jeune homme qu'il ne connaissait pas. C'était Fanch. « Qui êtes-vous » lui demanda le roi. « Le père de l'enfant que votre fille porte dans son sein, et je vous demande sa main, comme il se doit. »« Mais comment avez-vous fait pour pénétrer jusqu'ici » Fanch lui expliqua tout. Le roi comprit alors qu'il avait affaire à un homme qui était protégé par quelque puissance supérieure, et il pensa que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de lui accorder ce qu'il demandait. C'est ce qu'il fit en effet, quoique d'assez mauvaise grâce, car Fanch était un étranger. Le mariage fut célébré dès le lendemain, mais sans pompe ni grand festin. Un fils du roi de Turquie faisait aussi la cour à la princesse, et il espérait bien l'épouser, car le vieux roi lui était favorable. Furieux de se la voir enlevée de la sorte, il jura de se venger. Cependant, il dissimula et feignit de faire la paix avec son rival heureux et de rechercher son amitié, car il était aussi couard et veule qu'il était méchant. Un jour, il proposa à Fanch un voyage, où il devait traverser un bras de mer. Fanch, qui ne pensait pas à mal, et qui avait, depuis le temps, perdu de vue la dernière recommandation de son père et de sa mère, accepta sans hésiter. Ils partirent donc tous les deux, et arrivés au bras de mer, ils montèrent dans la barque du passeur. Fanch regardait tranquillement dans l'eau, penché sur le bord de l'embarcation, quand le prince turc le poussa de l'épaule et le jeta dans la mer dans l'intention de le noyer. Mais la sirène se trouva là qui le saisit aussitôt en disant « Ah, il y a bien longtemps que je t'attendais » et elle l'entraîna au fond de l'eau. Elle l'y retint pendant 2 ans. Bien souvent, il la pria de lui permettre de revenir un peu sur la terre pour voir le soleil radieux et respirer l'air d'en haut, mais ce fut toujours en vain. Au bout de 2 ans de séjour dans sa grotte, un jour, il la priait encore instamment, et comme elle se montrait insensible à ses prières, il lui dit « Élevez-moi seulement un instant, au-dessus de l'eau, sur la paume de votre main, afin que je puisse une dernière fois voir la terre, ma patrie. » La sirène crut pouvoir lui accorder cela sans danger, et elle le leva au-dessus de l'eau sur la paume de sa main. Alors Fanch souhaita bien vite de devenir épervier. Ce qui fut fait sur le champ, et il s'éleva en l'air bien haut. La sirène, furieuse, souleva des vagues énormes vers le ciel. Mais ce fut peine perdue. Elle ne pouvait atteindre la hauteur où était l'épervier. Celui-ci, sans perdre de temps, retourna en France, et il se dirigea vers Paris. Parvenu aux portes de la ville, il descendit à terre et redevint homme. Quand il entra dans la ville, il n'y était question partout que du mariage du prince turc avec la fille du roi. La noce devait avoir lieu le lendemain même. « Je croyais la princesse mariée, dit Fanch à un homme, qui pérorait au milieu d'un groupe, détaillant le programme des fêtes. « On voit bien que vous n'êtes qu'un étranger, lui répondit-on. Le mari de la princesse s'est noyé il y a de cela 2 ans, et sa veuve, longtemps inconsolable, a fini par consentir à épouser le prince turc qui lui faisait déjà la cour, avant son premier mariage avec un aventurier breton, un étranger venu d'on ne sait où. Il était temps d'arriver, se dit Fanch en s'éloignant. Et il combina alors son plan pour pouvoir entrer dans le palais et arriver à temps auprès de sa femme. Au moment où l'on venait de se mettre à table dans le palais, il souhaita par la vertu de l'épervier de devenir un prince plus beau et plus richement paré que tous ceux qui se trouvaient au banquet de noces, ce qui fut fait aussitôt, sacré épervier. Il était tout brillant d'or, de perles et de diamants. De plus, un carrosse tout en or, attelé de 4 chevaux magnifiques,
se trouva aussi à sa disposition. Il y monta et se rendit au palais du roi. Il demanda à dire un mot en secret à la nouvelle mariée. Celle-ci était déjà à table auprès de son futur époux. Un valet s'empressa d'aller lui dire qu'un jeune prince, beau et brillant comme le soleil, demandait à lui dire un mot en secret. Elle conseilla son père et son fiancé. Tous les deux, ils lui conseillèrent d'aller recevoir le prince inconnu. Elle fut éblouie au premier abord par sa beauté et ses parures, et ne le reconnut pas. Mais quand il lui dit, en lui ouvrant les bras, « Je suis votre mari », elle le reconnut aussitôt, et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant de joie et de bonheur. La princesse l'emmena alors dans la salle du banquet, en le tenant par la main, et le fit asseoir à côté d'elle à table, faisant reculer d'un rang le prince turc. Tout le monde le regardait avec étonnement et admiration, et personne ne le reconnaissait. Le nouveau marié était déjà jaloux des attentions que sa fiancée avait pour l'étranger. Les femmes, et surtout les jeunes princesses de tous les pays qui se trouvaient là, oubliaient de manger en le regardant. Un peu avant la fin du repas, la princesse se leva et parla de la sorte. « Roi très sage et très expérimenté, mon père, et vous, prince, qui aspirez à être bientôt mon époux, je voudrais vous adresser une question et vous demander conseil. »« Parlez, princesse, » lui répondirent le roi et le Turc. Et elle reprit. « J'avais une jolie petite clé d'or qui ouvrait mon trésor, et j'eus la douleur de le perdre. Alors je fis faire une nouvelle clé, mais quelque temps après je retrouvai la première, et je me trouve en avoir deux à présent. Je suis bien en peine de savoir de laquelle je dois me servir, de l'ancienne ou de la nouvelle. Conseillez-moi donc à ce sujet, je vous prie. Respect est toujours dû aux anciens, dit le roi. Gardez votre ancienne clé, ma fille. Et vous, prince, qu'en pensez-vous? Je suis l'avis du sage roi, mon beau-père, répondit le prince turc, un peu troublé et inquiet de ce que pouvait cacher cette histoire de clé de la princesse. Eh bien, reprit alors la princesse en prenant par la main le prince inconnu, je suivrai votre conseil. Voici mon premier mari que j'ai retrouvé, et je le garde. Vous pouvez juger de l'étonnement et du trouble que produisirent ces paroles. Alors le prince Fanch prit la parole à son tour, et s'adressant au prince turc qui pâlissait et tremblait, il parla ainsi. « Et toi, fils du roi de Turquie, te rappelles-tu de la promenade que nous fîmes ensemble quand tu me jetas traîtreusement dans la mer? Tu croyais t'être débarrassé de moi pour toujours, n'est-ce pas? Eh bien, tu t'es trompé, et je veux te récompenser comme tu le mérites, suppôt de Satan. » Se tournant alors vers les valets qui écoutaient silencieux et ébahis comme tous les convives, « Qu'on fasse chauffer un four à blanc, et qu'on y jette cet homme. » Ce qui fut fait sur le champ. Puis, le premier étonnement passé, la gaieté et les rires reparurent, et l'on dansa, et l'on chanta, et pendant 15 jours de suite, ce furent des réjouissances et des festins continuels. Comme vous l'imaginez, je fus convié. On m'invectiva. « Et là, maître marvailleur, racontez-nous donc une histoire. » Ce fut avec un sourire que je m'exécutai. « Avez-vous déjà entendu l'histoire de la sirène et de l'épervier ?» Ainsi s'achève ce conte de la sirène et de l'épervier. Comme vous pouvez le constater, il est long. Il est long car il regroupe beaucoup de thèmes différents mais récurrents dans les contes et les récits propres à la Bretagne. Nous nous retrouverons dans 15 jours encore, le mercredi, où je vous conterai cette fois le récit de Crampouès et de ses talismans. C'était le Marvailleur. Que Dieu vous garde et que la nuit vous soit favorable.